mois d'octobre est consacré à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et la visite à certaines personnes âgées est une habitude pour les présidents maliens. Ibrahim Boubacar Keïta a respecté cette tradition. Il a rendu visite à la doyenne Kadia Togola, âgée de 125 ans. La célébration de la journée mondiale de la femme rurale couplée à celle de l'alimentation a pris fin à Ségou par la visite de la station de recherche de Sinzana. 3 membres du gouvernement ont pris part à cette visite. Merci d'être des nôtres. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Direction palais présidentiel où le chef de l'État a reçu cet après-midi Souleymane Baldo. Il est expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali. Il est venu rendre compte à Ibrahim Boubacar Keïta des résultats de son constat sur le terrain. Monsieur Baldo a saisi cette opportunité pour féliciter le président de la République et lui faire part de certaines préoccupations. Ses propos sont recueillis par Ibrahima Traoré. Je suis venu voir Monsieur le Président de la République pour lui rendre compte des constats que je fais dans ma mission courante dans le pays, pour le remercier pour le plein engagement du Mali et sa collaboration avec ce mécanisme ou bien cette procédure spéciale des Nations Unies qui vise à renforcer les efforts du Mali pour améliorer les protections des droits de l'homme dans le pays et pour, disons, faire revenir, renforcer l'état de droit au Mali. Je lui ai rendu compte de mes constats d'une brève visite au nord, où je trouvais un changement dans le discours des populations locales et des représentants du mouvement de la CMA qui sont engagés maintenant pleinement dans le processus de paix et la mise en pratique des accords d'Alger et s'attendent à un retour des services fondamentaux et s'attendent à un retour de la justice et des efforts dans la réconciliation nationale. Il y a donc des changements positifs qui ont eu lieu. J'ai exprimé mes soucis, des défis qui se posent dans la mise d'application et surtout la recrudescence des attaques par les groupes terroristes qui semblent chercher à déstabiliser justement la mise en pratique ou bien l'application des accords de paix sur le terrain. Et c'est un effort régional qu'il faudra mobiliser pour s'attaquer à ces efforts pour essayer de dérailler le processus de Mali, parce que ces groupes opèrent au niveau régional et ces groupes aussi ont des dimensions d'implication dans des trafics illicites de tout genre, y compris le narcotrafic et autres activités d'économie criminelle qui se passent au niveau transnational et dont le Mali n'est qu'un passage, n'est-ce pas? Mais ça affecte la sécurité, ça affecte la sécurité des populations, la sécurité des agents de l'État, la sécurité même des forces onusiennes. Et il faudra trouver une solution régionale et internationale, aussi bien que nationale, à ce fléau. Mois de la solidarité, 21e édition, visite cet après-midi du chef de l'État à la doyenne de Bamako, mère de 7 enfants, et la Benjamine a 60 ans. Kadia Togola est née en 1890. Elle réside à Djikoroni-Para, entourée de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. La doyenne dit être très touchée par la visite du chef de l'État. Elle a souhaité également un rapide retour de la paix au Mali. Nyanya Loutraoré était de la visite et nous aurons son reportage incessamment. Également, dans ce journal, les partenaires techniques et financiers vont accompagner notre pays, cela dans la mise en œuvre de la phase 2 du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabala. Plus de 162 milliards de francs CFA seront mobilisés dans ce sens. On en sait plus avec Dorda Sidiki Diara. Après 2 jours de débat, les participants à la table ronde sur le financement de la tranche du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de la localité de Kabala ont cravaché dur pour trouver des voies et moyens visant à améliorer le processus de mise en œuvre de ce projet. Vous avez notamment insisté sur la nécessité de prendre en compte le volet assainissement indissociable de tout projet d'eau potable dans la mise en œuvre des phases ultérieures du projet. Pour ce faire,
il a été fortement recommandé de finaliser dans les meilleurs délais les études en cours de ce volet afin d'identifier les investissements y afférents. La mise en œuvre de ces pertinentes recommandations nous permettra sans nul doute de poursuivre correctement les actions actuelles et futures inscrites dans le schéma directeur d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako. Les bailleurs de fonds se sont engagés à accompagner le Mali. Pour ce faire, ils ont l'intention de financer les travaux de cette deuxième tranche à hauteur de 162 milliards de francs CFA. La mobilisation de ce montant destiné à des actions d'investissement et de renforcement des capacités permettra d'assurer l'adéquation entre la demande et la production d'eau potable jusqu'à l'horizon 2022. On considère que tous ces investissements, c'est très important qu'ils soient durables et que donc la performance et l'accompagnement de la société d'exploitation est aussi un point très très important sur lequel on voudrait s'appuyer. Alors bien entendu, pour instruire tout ça, on sera vigilant sur un certain nombre de sujets et on vous demandera d'être dans le dialogue avec nous là-dessus. Donc le premier sujet, bien sûr, vous y attendez, c'est l'équilibre financier du secteur. Donc on regardera ça avec vous en détail et on s'assurera que ces deux entreprises auront l'autonomie financière pour pouvoir assurer leur mission. Le deuxième sujet, c'est effectivement sur le renforcement de capacité de la SOMEF. Ce résultat engagé lors de la présente table ronde met en exergue la qualité et l'excellence des rapports de coopération et de solidarité entre le Mali et ses partenaires. Il revient aux deux parties de créer les conditions favorables à la mobilisation des montants annoncés. Le ministre, dans ce sens, a exhorté les différents acteurs à diligenter la mise en œuvre des actions en vue de traduire dans les faits les engagements pris. Ouverture ce matin des travaux de la rencontre d'harmonisation des visions sur le retour de la paix et de la stabilité dans le nord du Mali, initiée par le Centre pour le dialogue humanitaire. Cette rencontre regroupe pendant 2 jours une trentaine de participants, dont les membres de la plateforme et de la coordination des mouvements de l'Azawad. Ils vont échanger sur plusieurs sujets relatifs à la paix et à la réconciliation. On en parle avec Abdraman Maïga. Cette rencontre qui regroupe les membres de la plateforme et ceux de la coordination des mouvements de l'Azawad a à son ordre du jour des sujets d'une importance capitale pour le retour définitif de la paix et de la cohésion sociale, comme par exemple la mise en œuvre de l'accord d'Alger, le renforcement de la confiance inscrite dans l'accord ou encore la facilitation de la circulation des personnes et de leurs biens dans les régions du nord du Mali. C'est un vœu qui a été exaucé de nous revoir ensemble et ce n'est que la suite logique et amicale de ce qui se passe sur le terrain en Afif, où nos responsables militaires et politiques ont pris sur eux la décision historique de se retrouver dans un contexte apaisé, fraternel, pour convenir ensemble, après beaucoup d'échanges, de comment définitivement apaiser les cœurs et les esprits pour que notre pays au nord retrouve la paix d'antan, la fraternité de toujours et l'amitié. Nous avons voulu montrer à la face du monde que nous sommes dans la logique d'harmoniser nos positions avec nos frères de la plateforme, d'harmoniser nos positions avec notre gouvernement, de faire en sorte que les 3 parties puissent parler le même langage, de faire en sorte que nous ne nous tiraillons pas devant des étrangers, et de faire en sorte que le monde puisse comprendre que aussi bien qu'on peut faire la guerre, on peut aussi faire la paix chez nous. Montrer à la face du monde que malgré les difficultés, le peuple malien peut se mettre d'accord pour parler d'une seule voix et amorcer le développement. Tel est le leitmotiv du Centre pour le dialogue humanitaire. Cette structure ambitionne de saisir les opportunités pour accompagner les communautés du Nord à converger vers un destin commun. Ces journées d'harmonisation de vos visions constituent le début d'une série d'actions d'accompagnement du Centre HD envers les parties au processus de paix. La paix et la sécurité sont 2 concepts sans lesquels aucune action de développement n'est possible. C'est fort de cela que le président de la Commission au développement institutionnel invite l'ensemble des communautés à faire de la paix et la réconciliation leur cheval de bataille. L'acte que vous êtes en train de poser aujourd'hui, qui consiste à harmoniser vos vues et qui constitue un prolongement de ce qui s'est passé à Nefis, traduit éloquemment que la mise en œuvre se fait à grands pas.
et tâchons d'accélérer le processus de cette mise en œuvre pour que les Maliens, quel que soit là où ils sont, puissent voir les dividendes de cette paix dans les plus brefs délais. Pour ce faire, la rencontre de Bamako servira de base pour jeter les jalons d'une paix durable. Pour y parvenir, un certain nombre de sujets seront débattus au cours de ces travaux de 2 jours. Il s'agit entre autres des arrangements sécuritaires, de la préparation et la poursuite des missions conjointes de sensibilisation des combattants et des communautés sur le terrain. Le président de l'Assemblée nationale a reçu successivement en audience aujourd'hui le président de la Commission Vérité, Justice, Réconciliation et le nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé des questions politiques. Avec l'envoyé onusien, les échanges ont porté sur la coopération entre la MINUSMA et le gouvernement dans le processus de paix et de réconciliation nationale. Le président de la Commission Vérité, Justice, Réconciliation, lui, était venu solliciter le soutien et l'accompagnement de l'hémicycle. Reportage Nohom Sissoko. Le président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation est la première personnalité reçue par le président de l'Assemblée nationale. Ousmane Oumarou Sidibé
c'est l'attention à la place des aînés dans la vie de notre pays, dans notre éthique, mais aussi dans notre culture. Et ce geste que le président fait aujourd'hui, qui est celui qui inaugure généralement chaque mois de la solidarité, est devenu un rituel, parce qu'on est quand même à la 21e session. Et avec cette session, nous avons l'intention de donner un véritable statut aux doyens. Désormais, ce ne serait pas seulement à l'occasion du mois de la solidarité qu'ils seront visités et fêtés, ils le seront à l'occasion de tous les événements importants de notre pays. La famille Togola reçoit ainsi la délégation présidentielle pour la 2e année consécutive. amana do reka ana do kama ana la luta mali alsa amay aw man ko o kan ni do boy o te bine e ka do te bi foto bi ala ba ngi nga do ka fa ala ka ni non se ya ala ka ni aka bo ami Inch'Allah. Donc c'est ça. C'est une belle tradition que nous avons dans notre pays et qu'annuellement nous répétons avec plaisir. Et de la revoir après l'avoir l'honneur est très émouvant pour moi. Très émouvant pour moi. Et surtout de la savoir soucieuse et informée du pays. Au point de me demander où on est dans le nord du Mali. Donc c'est important. Et Dieu, dans sa puissance et sa magnificence, son omnipotence, fait qu'aujourd'hui, précisément, monsieur le ministre de la Constitution est là, est témoin de l'événement. Aujourd'hui, dans le nord du Mali, à Anefis, les mouvements armés ont convenu tous de fumer le calumet de la paix. Et désormais, au Mali, pas de violence. Ça, c'est un bonheur. C'est un bonheur inouï. Je l'ai annoncé. Je l'ai appris il y a 1 heure. Donc c'est un bonheur absolu et n'importe chance, cette maman-là. Qu'Allah la garde auprès de nous. Voilà. Il faut dire que les personnes... Mais je compte sur le ministre pour ça, pour que ce soit un flux régulier, pas l'affaire d'un jour. Comme une rose du matin, non. Mais un fleuve bien irrigué. Et c'est cela, je crois, notre bonheur à tous. Je suis vraiment très très heureux de la voir comme nous l'avons aujourd'hui. Et ça, c'est un bonheur rare. Je m'inquiétais en quel état je vais la trouver. Donc, je vois superbe. Au moins, au plan même d'avoir de l'humour. Le chef de l'État n'est pas venu les mains vides. Kadja Togola, devenue pour l'occasion Madame Ibeka, car elle a volontiers accepté la demande en mariage du chef de l'État, a eu droit à une enveloppe symbolique, des colas et un bélier. Des gestes appréciés par la famille Togola. Et ce ne sont pas seulement les membres de la famille Togola qui ont salué cette visite. Témoignage de ces jeunes. L'occasion était en effet opportune pour le quartier de montrer son attachement à l'exécutif. C'est ça le Mali, longue vie à toi Mémé, et nous te souhaitons une santé de fer. On en a parlé hier, on en parle aujourd'hui également. Il s'agit de la célébration du centenaire du premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta. Hier, le président de la République était dans 2 groupes scolaires, à Mamadou Konaté et l'école fondamentale de Tomikorobougou, une cérémonie qui revêt un grand intérêt pour l'UMRDA. Pour son président, la première lutte est la réhabilitation de l'école. À l'école, les enseignants trouvent en Modibo Keïta un homme de rigueur et de principe. Écoutons la directrice du CAP du centre commercial et le président de l'UMRDA. Ils sont au micro de Sira Batili. Le sens que nous donnons à la commémoration et singulièrement la cérémonie de ce matin, c'est de rendre hommage à l'instituteur.
Parce que pour le président Modibo Keïta et ses compagnons, au départ de la République du Mali était déjà l'école. Il a bien compris que les ressources humaines sont les ressources les plus importantes pour un pays. C'est pourquoi, dès qu'ils ont accédé à l'indépendance, ils ont réformé l'école. Ils ont défini un profil de Maliens souhaité. Et ils ont travaillé dans les programmes, les curricula, la formation des enseignants pour créer ce nouveau Malien dont ils avaient besoin. Ça, c'est le premier objectif de Modibo enseignant. En 1968, lorsque le président Modibo quittait le pouvoir, le Mali avait l'école de ses besoins. Nous formions les Maliens tels que nous les avions rêvés et nous avons su adapter la formation aux besoins de développement de notre pays. C'est de cela qu'il s'agit et ça reste une actualité. Quelqu'un a dit ce matin que nous devons regarder un peu dans le rétroviseur pour retrouver le chemin. Et je pense que le chemin pour le Mali, même d'aujourd'hui, c'est cela. La première lutte, c'est d'abord l'école. Il faut réhabiliter l'école pour réhabiliter le Malien. La leçon modèle sur Modibo Keïta, qu'est-ce que ça signifie pour les enseignants? La leçon modèle sur Modibo Keïta est une revisite du passé d'un enseignant intègre qui fut un modèle, un homme complet. En un mot, c'était le meilleur des meilleurs. Il avait beaucoup de vertus, ponctuel, assidu et vraiment, il a fait tout pour ce Mali-là. Il avait toutes les qualités d'un bon enseignant. Et nous souhaitons que les jeunes d'aujourd'hui s'en inspirent. On en vient au deuxième titre de ce journal. Les festivités de la 20e édition de la Journée internationale de la femme rurale, couplées à la 35e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, ont pris fin par la visite de la station de recherche de Sizana dans la région de Ségou. Le thème pour ces deux journées était valoriser les agricultrices pour lutter contre la faim et briser le cycle de la pauvreté rurale à travers la protection sociale et l'agriculture. De Ségou, le reportage de Dougoufana Traoré. En conduisant elle-même un tracteur en pleine place publique, ce jeudi devant les ministres Hassan, les femmes rurales ont démontré une fois de plus qu'elles pouvaient travailler la terre au même titre que les hommes. Toutes choses qui cadrent bien avec l'un des thèmes de la journée, à savoir les agricultrices sont la clé de la lutte contre la faim. Et le gouvernement du Mali, avec en tête le président Ibeka, entend mettre les femmes rurales dans tous leurs droits. Chères sœurs du milieu rural, le président Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement font de l'agriculture le socle sur lequel le développement du pays repose. Ils ont compris comme vous, femmes rurales du Mali, qu'il est désormais nécessaire d'entamer le passage vers l'agriculture moderne. Vous avez vu le tracteur passer. À travers l'utilisation de techniques modernes de production et de transformation, afin de répondre efficacement aux besoins alimentaires de tous. Les autorités maliennes, avec leurs partenaires, ont remis plusieurs matériels de transformation de produits agricoles et plusieurs diplômes de mérite et de reconnaissance aux femmes et aux personnalités qui les accompagnent. Aussi, des stands comprenant plusieurs variétés et gammes de produits des femmes et du matériel de travail pour réduire leurs souffrances, telles des répliquages de riz. À Cézanne aussi, des produits de la recherche ont été visités sur des parcelles de démonstration. Plusieurs de ces variétés conviennent parfaitement à nos femmes rurales. Tenez, il y a une variété de mil chinois qui ne fait qu'un mois. Vraiment, ce que j'ai vu aujourd'hui reflète que le Mali a des capacités pour aller à ce qu'on a appelé arriver à la puissance agricole, tant recherchée par le Mali. Je les encourage vivement et leur dire que nous sommes derrière elles, je veux dire. La santé est tellement liée à beaucoup de choses. Quand cela n'est pas, on va vers des maladies. Quand il n'y a pas suffisamment à manger, donc ça veut dire qu'il y a la famine, la faim. Les partenaires sont et seront toujours aux côtés du Mali pour financer les projets et programmes. Au cœur du développement pour nous, la place de la femme est sans conteste. Et surtout le thème qu'on a choisi, la protection sociale, on a dit, si vous donnez les ressources aux femmes, si vous mettez les femmes en avant, vous êtes sûr qu'il y aura
la sécurité alimentaire dans le foyer, il y aura l'éducation, il y aura la santé. Un vibrant appel a été lancé aux vulgarisateurs. Les chercheurs ont fait beaucoup de travail et il reste encore beaucoup à faire. Maintenant, j'invite mes collègues de la vulgarisation de se mettre aussi en rapport avec la recherche pour qu'au fur et à mesure que ces résultats sont engrangés au niveau des stations, qu'on puisse les mettre en à la disposition des producteurs. Des centres d'autopromotion des femmes ont été visités à Temia et à Cézanne par les participants. Le ministre des Mines, lui, a présidé hier à l'ouverture de la rencontre sur mines et développement durable. Il sera question d'harmoniser les points de vue sur le code minier au Mali, un code qui s'intéresse à toutes les étapes pour arriver à un véritable développement durable. Youssouf Diakité. Les débats seront fondamentalement focalisés sur le thème mines et développement durable. Nous sommes en train de réfléchir à cette nouvelle politique minière dont on veut qu'elle soit orientée vers le développement et un développement durable. Quand on dit développement, on pense d'abord aux Maliens et aux Maliennes, à leurs conditions de vie, à la qualité de leur vie. Beaucoup d'entre eux vivent dans des zones minières, dans des zones où il y a une industrie minière qui est présente, dans des zones où l'extraction minière se fait et légitimement ils doivent bénéficier de cette activité-là et des revenus que cette activité génère. Et donc il faut que l'activité minière, à partir de maintenant dans notre pays, puisse servir à améliorer les conditions de vie des ménages. La rencontre qui entend harmoniser les points de vue autour du code minier est organisée en partenariat avec l'École polytechnique du Canada et la coopération allemande GIZ. Bon, évidemment, nous sommes très heureux parce que l'École polytechnique de Montréal a mis sur pied un programme de renforcement de la gouvernance du secteur extractif en Afrique de l'Ouest. On vise essentiellement le renforcement de ce thème du développement durable. Et suite à l'intervention du ministre et sur l'ouverture sur le besoin de remodeler certains textes, certains cadres législatifs et surtout d'encourager une concertation avec les différents acteurs. Bon, ce sont une approche qui nous parle beaucoup. Mines et développement est un sujet très pertinent. Je pense que dans le passé, on avait l'habitude de regarder le secteur minier comme un secteur à part, un peu isolé et enclavé, qui ne faisait pas vraiment partie de l'économie nationale. Et je pense qu'il y a une prise de conscience que le secteur minier peut servir comme un vrai moteur de développement. Au sortir de la rencontre, les recommandations formulées doivent aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout dans les zones minières. Parlons également de cette Assemblée générale de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, adopter des résolutions en vue d'éradiquer le fléau de l'insécurité routière en Afrique de l'Ouest, insécurité due au mauvais comportement de l'homme. C'est la volonté des organisateurs de cette Assemblée générale. Le compte-rendu est signé Mamoudou Sidibé. Les 3 jours de travaux de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, OSRAO, se résument à la réunion du comité technique, celle du comité exécutif pour finir avec la 6e Assemblée générale. Cette assemblée se doit de valider les travaux des 2 comités autour du thème évaluation du plan d'action de la CEDEAO sur la décennie de la sécurité routière. L'OSRAO se fixe comme objectif à partir de Bamako la réduction du nombre et de la gravité des accidents de la circulation routière en Afrique de l'Ouest. Les défis qui sont les nôtres sont nombreux et notre succès sera mesuré à l'aune de la réduction du nombre de morts sur nos routes. Chaque tué sur nos routes consacrera notre échec individuel et collectif. Tout le monde donc doit comprendre que nos routes sous-régionales méritent d'être dans un état plus sûr que celui dans lequel elles sont actuellement. Des accidents peuvent être évités. Cela est possible grâce à l'implication de tous les acteurs, d'où cet appel aux jeunes du secrétaire général du ministère en charge de la question. Vous les jeunes des pays de la CEDEAO, je m'adresse particulièrement à vous. Soyez prudents et patients dans la circulation routière. Vous considérez l'avenir de vos pays, l'espoir de vos familles et de vos communautés respectives. Vous n'avez pas le droit de mettre fin définitivement à cet espoir. Vous devez constamment avoir l'esprit mieux vaut tard que jamais.
Pour les autorités du Mali, les assises de Bamako constitueront un message pour le succès des travaux de Brasilia prévus les 18 et 19 novembre prochains. Près de 180 000 personnes bénéficient du régime d'assistance médicale Ramed. Toutefois, l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM peine à mobiliser la contribution des collectivités territoriales relative au financement de ce régime. Outre ces sujets, la 9e session ordinaire du Conseil d'administration porte sur les rapports d'activité financiers du premier semestre 2015. Objectif, assurer la prise en charge sociale et médicale des indigents. Les détails avec Ramata Konati. On sait désormais comment l'Agence nationale d'assistance médicale, ANAM, veut étendre sa couverture de protection sociale à l'ensemble des indigents, cela sur l'étendue du territoire national. Pour aboutir à un tel résultat, l'autonomisation de la structure en matière de gestion de ses ressources est indispensable. C'est tout le sens de cette 9e session de l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM. Les textes de l'ANAM, initialement, étaient des textes qui faisaient de l'ANAM simplement une structure qui recevait du financement public et qui le dépensait sous forme de secours pour la prise en charge des soins médicaux. Aujourd'hui, nous ouvrons cette possibilité, supposez par exemple qu'une ONG ou qu'une structure quelconque d'aide sociale décide de couvrir par exemple le cercle de Kolonguéba. Cette structure peut mettre ses fonds au niveau de l'ANAM et l'ANAM devra couvrir les personnes concernées de Kolonguéba en présentant chaque fois en quoi ces personnes sont effectivement éligibles ou non. Outre ce projet de relecture de texte, le programme de filets sociaux d'Igisemeiri et le régime d'assistance médicale à Ramed sont également évalués. Ceux qui sont concernés par ces programmes de filets sociaux sont généralement les chefs de ménage. Au niveau du programme d'Igisemeiri, au niveau du Ramed, l'avantage est que nous n'arrêtons pas au seul niveau du chef de ménage. Nous enrôlons même et le chef de ménage et les ayants droit, c'est-à-dire ses épouses, ses enfants, les frères qui sont dans la même cour que lui, leurs épouses, leurs enfants. À ce titre, 51 314 ménages pauvres et 178 784 ayants droit ont été identifiés et enrôlés dans 84 communes sur les 106 que compte la cible de Igisemeiri. Toutefois, l'ANAM reste confrontée à des problèmes dont la non-disponibilité des médicaments au niveau des structures de soins de santé, la non-mobilisation de la contribution des collectivités territoriales relative au financement du régime d'assistance médicale Ramed. Journée mondiale de la canne blanche. Cette journée est observée chaque année pour les non-voyants à travers le monde. L'événement a été délocalisé cette année à Fana. Il a été marqué par la remise d'une canne blanche au maire de Fana, d'une plateforme multifonctionnelle aux personnes handicapées, entre autres. Adama Koulibaly. Le 15 octobre est observé chaque année Journée mondiale de la canne blanche. L'événement est célébré par l'Union malienne des aveugles UMAV en collaboration avec son organisation fêtière, la Fédération malienne des associations des personnes handicapées FEMA. Les responsables de l'UMAV, chaque année, au cours de cette journée, remettent la canne blanche à une personnalité. La canne blanche de cette année est remise aux autorités communales de Fana pour service rendu par cette localité aux personnes handicapées. La canne blanche est un instrument de protection des personnes en situation de handicap visuel. Et ça leur donne aussi la possibilité d'être autonomes dans les mouvements. Et je pense que nous devons veiller au niveau de la circulation que les porteurs de canne blanche sont des malvoyants ou des aveugles. Et je pense qu'ils sont aussi des usagers de la route. Donc la canne blanche, remise ce matin au maire de Fana, a un sens, compte tenu du fait que Fana est traversé par un goudron international. Nous voulons qu'il y ait plus de sûreté et de protection des porteurs de la canne blanche.
Un acte de reconnaissance partagé par les autorités administratives de Fana qui, en plus des responsables de l'IMAV, remercient la FEMA et le département du développement social pour leur engagement en faveur des personnes de cette couche. De bonnes volontés ont aussi toujours apporté leur aide aux personnes handicapées. C'est le cas ici du réseau parlementaire autour du handicap. Abdul Kail Mansour, député élu à Ségou, est membre de ce réseau. Il a remis un chèque de 500 000 francs CFA à l'UMAV pour soutenir ses activités de production. Nous avons initié un réseau parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir aider les personnes vivant avec le handicap. Nous les assurons aussi toujours que nous sommes tout le temps à côté d'eux. En cas de besoin, nous sommes prêts quand même à venir secours. Si l'UMAV a reçu ce chèque, elle aussi a remis une plateforme multifonctionnelle aux personnes handicapées de Fana. Le matériel d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA permettra aux bénéficiaires, qui sont les personnes handicapées de Fana, de générer un peu de ressources pour leur association. Et c'est parti depuis ce matin pour la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite sur toute l'étendue du territoire national. Ce 4e passage va concerner 7 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans. Plus de 300 000 vaccinateurs sont mobilisés. C'est le centre de santé communautaire de Sébenikoro en commune 4 du district de Bamako qui a servi de cadre pour le lancement de cette campagne et c'était en présence de Sokona Kamisoko. Après la découverte le 4 septembre dernier d'un cas importé de poliomyélite, le gouvernement et ses partenaires sont à pied d'œuvre pour éradiquer la poliomyélite hors du Mali. Et c'est le maire de Sébenikoro en commune 4 qui a donné le coup d'envoi en administrant la première dose de vaccin à la petite Aramata Sanogo, âgée de 2 mois. Cette campagne, appelée campagne de masse, va concerner 7 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans se trouvant en ce moment sur le territoire malien. Nous sommes à notre 4e passage. Ce passage, il y a une spécificité, c'est couplé à l'administration de la vitamine A et de l'albendazole aux enfants de 0 à 59 mois. Les équipes de vaccination vont passer de ménage en ménage pour atteindre les cibles, les enfants à vacciner. Comme nous sommes en période scolaire également, les jardins d'enfants, les garderies d'enfants, les foires, les marchés, les postes de contrôle donc, vont être aussi suffisamment couverts par les équipes de vaccination. L'appel que je lance surtout aux mamans, c'est vraiment d'accéder à cette vaccination, d'accepter cette vaccination-là. C'est pour la bonne cause et c'est pour le bien-être de tous nos enfants. Un cas est égal à une épidémie. En cas d'absence, les vaccinateurs vont repasser, ce qui est sûr. Mais il faut que les mamans aussi, en cas, amènent les enfants au niveau de CESCOM pour qu'on puisse les vacciner. Pour le chef de file des partenaires, l'organisation de ce 4e passage est tout simplement normale, puisqu'il s'agit d'éradiquer définitivement la maladie. La lutte contre la polio reste la priorité des priorités au Rotary international. À ce jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à 99,98% dans le domaine de la réussite pour l'éradication de la polio, avec l'appui des partenaires, l'OMS, l'UNICEF, le CDC d'Atlanta, la Fondation Bill et Melinda Gates, plus le Rotary qui est le chef des files des partenaires qui luttent contre la polio dans le monde. La campagne qui a démarré ce vendredi 16 août s'étend jusqu'au 19 août 2015. Partager la situation actuelle de l'éducation dans la région de Tombouctou. Le thème est au centre d'un dialogue communautaire pour le retour des enfants à l'école qui se tient dans la cité des 333 Saints. L'UNICEF et ses partenaires veulent davantage associer tous les acteurs autour d'une synergie commune afin de redonner à l'éducation ses lettres de noblesse. Au RTM Tombouctou, Adam Jimde. 2 semaines après la rentrée des classes, l'UNICEF, le ministère de l'Éducation et leurs partenaires lancent le dialogue communautaire inclusif pour le retour des enfants à l'école dans la région de Tombouctou. Élèves, maîtres, syndicats d'enseignants, élus locaux et société civile, bref, tous les acteurs sont appelés à partager la situation actuelle des enfants dans la 6e région. Une démarche bien appréciée. Nous allons faire appel à tous les élèves, les maîtres qui ne sont pas rentrés, les parents qui ne sont pas rentrés, d'aider les enfants à venir rentrer afin que l'école devienne ce que nous voulons. Ce forum, j'attends beaucoup de choses, surtout une rentrée parfaite, une réussite parfaite et surtout
un encadrement assez sérieux pour que les enfants rattrapent ce qu'ils ont perdu les années passées de l'insécurité. Cette rencontre s'effectuera autour d'un certain nombre de thématiques, à savoir les approches éducatives applicables en situation d'urgence que sont l'école mobile ou encore l'enseignement par la radio. Il sera aussi question des projets UNICEF en cours dans les régions de Gao et de Tombouctou. Nous voilà donc aujourd'hui pour réitérer cette action de retour à l'école, mais avec plus d'engagement et de conviction de réussir. Nous n'avons d'autre choix que de réussir à combler le gap, à ramener tous les enfants à l'école, car chaque enfant compte. L'UNICEF a accompagné la réouverture des écoles dans des zones affectées et soutenu le retour des élèves et des enseignants dans les classes de la région. Cette campagne dénommée Back to School, Retour à l'école, qui a enregistré la contribution de plusieurs partenaires, a largement contribué à améliorer la situation des écoles dans les régions du nord du Mali en général et dans la région de Tombouctou en particulier. Enfin, les participants venus de tous les cercles de la région seront édifiés sur le rôle attendu des acteurs communautaires et ceux de la société civile. Le Mali à l'honneur à Sao Paulo, au Brésil, au 19e Festival mondial d'art contemporain vidéo Brésil à Panorama du Sud. Notre compatriote Abdoulaye Konaté, directeur du Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafasseto Kouyaté de Bamako, est l'invité principal de l'événement. La manifestation qui a consacré une attention particulière aux artistes du Sud a démarré le week-end dernier dans l'état de Sao Paulo. De Sao Paulo, notre envoyé spécial, Modibo Soiré. Capitale économique du Brésil, troisième ville du monde après Mexico et Tokyo, Sao Paulo est la ville de tous les excès. 22 millions d'habitants, 6 millions de voitures engendrant des embouteillages monstres, parfois nuées d'hélicoptères tournoyant entre des gratte-ciels s'étendant à perte de vue. C'est dans cette mégalopole qu'est née il y a une trentaine d'années l'une des plus grandes manifestations culturelles au monde dénommée Festival d'art contemporain vidéo Brésil, Panorama du Sud. L'association Vidéo Brésil et le CESC, ils se sont engagés en commun pour la production de différentes exhibitions, de différentes expositions aussi artistiques et donc une belle salle festival pour la diffusion, l'appui, le soutien à la production contemporaine en art. Au-delà des expositions d'œuvres d'art et des projets artistiques sélectionnés à travers des appels à candidature, le 19e Festival Vidéo Brésil présente une série d'expositions dans différents espaces de la ville de Sao Paulo. 3 sites accueillent les manifestations et autres performances artistiques, parmi lesquels le siège du festival. Un lieu qui fait également office de centre de documentation et de recherche de l'association culturelle Vidéo Brésil, une première depuis la création de l'événement. Ici, c'est l'espace qu'on a une petite bibliothèque spécialisée sur l'art contemporain, sur la vidéo art et sur des arts visuels. On a aussi des ordinateurs où on peut trouver, faire des recherches aussi sur les vidéos qui aujourd'hui sont en version digitalisée. Et on peut faire des recherches, c'est ouvert au public. De grands noms du monde des arts plastiques se côtoient et exposent en synergie dans cette salle polyvalente. Un espace dédié aux artistes invités travaillant au cœur de certaines réflexions. La triangulaire entre Afrique, Caraïbes et Amérique du Sud. Je pense pour tout artiste, c'est un honneur d'être invité comme artiste principal à une grosse manifestation comme Vidéo Brésil. J'ai été d'abord invité à faire une visite pour découvrir le site et découvrir un peu plus le pays. J'ai voyagé à l'intérieur, un peu dans l'Amazonie, avoir beaucoup d'entretiens avec des hommes de culture au Brésil. Et c'est juste après ça que j'ai commencé à travailler sur les 3 pièces, les 3 œuvres que j'ai présentées à Vidéo Brésil. Le Festival d'art contemporain Vidéo Brésil est un véritable espace d'échange, de rencontres et de partage auquel participent des commissaires d'exposition, des artistes plasticiens et vidéastes, des chercheurs et bien évidemment des critiques d'art.
Le commissariat du 11e arrondissement a mis la main sur un groupe de malfrats à Kalabankoura. Ils sont au nombre de 6, dont, tenez-vous bien, un policier en service au GMS spécialisé aux attaques en main armée. Ces bandits ont été arrêtés suite au cambriolage de la boutique de Ahmadou Yatara qui a malheureusement perdu la vie. On en sait plus avec Mamtou Danti. Un autre coup d'éclat du commissariat de police du 11e arrondissement à Kalabankoura. Ces 6 malfrats, dont un sergent de police, Bakari Kamara, en service au GMS, ont été appréhendés par une équipe de patrouille du 11e arrondissement dans la nuit du 4 au 5 octobre. Ces bandits étaient qualifiés dans les cambriolages des boutiques des différents quartiers du district de Bamako. Cette bande organisée opérait dans les quartiers comme Grand Tigibou, Kalabankoura, Kalabankoro et même à Nyarela. Donc, dans la nuit du 4 au 5 octobre 2015, à 4 h du matin, cette même bande organisée s'est attaquée à un boutiquier du nom de Ahmadou Yatara, au niveau de l'école de la Lumière à Kalabankoro. Cette nuit, ils ont forcé la porte de la boutique. Finalement, ils ont même tiré sur le boutiquier. À l'arrivée de l'équipe de patrouille, ils ont constaté qu'effectivement les boutiquiers gissaient à même le sol. Et ils ont voulu s'enfuir à pied. Lors de cette poursuite, les éléments ont pu arrêter un des malfrats, du nom de Madi Keita. Ce dernier a reconnu effectivement les faits. Il a dénoncé le nom d'un certain Bakari Kamara, qui est sergent de police en service au groupement mobile de sécurité. Lui aussi, il a reconnu effectivement être le propriétaire de l'arme du crime. La victime, Ahmadou Yatara, père de famille, a succombé suite à des blessures de balles. Le sort est réservé aux porteurs d'uniforme. Un des éléments clés de la bande est d'ores et déjà connu. Il sera purement et simplement radié de la police. Nous, cadres de la police, nous avons décidé de lutter contre tout porteur d'uniforme véreux qui s'adonnerait quand même à la commission des infractions. Donc nous allons tous les repérer et nous allons les extirper de nos rangs. Et c'est tolérance zéro. Nous demandons la coopération sans faille des populations. Les 6 bandits ont été déférés mardi sous mandat de dépôt et conduits à la maison d'arrêt de Bamako. Retour à l'actualité régionale de la pelouse synthétique au stade Kassé Keita de Gao. C'est l'objet de la visite des experts de la FIFA dans la cité des Askia. Selon la FEMAFOOT, un financement de 3 milliards de francs CFA est déjà acquis pour le gazonnage des stades de Tombouctou, Gao et Kidal. De Gao, Brice Koni. Cette visite de la FIFA annonce une bonne nouvelle au monde sportif de Gao et particulièrement à sa jeunesse. Elle marque le début du projet de réalisation de la pelouse synthétique de première génération sur l'aire de jeu du stade Kassé Keita. C'est cet objectif qui a conduit Arnaud Louveau, consultant à la FIFA dans la cité des Askia. L'objectif de ma visite, c'est simplement vérifier la faisabilité de la réalisation d'un gazon synthétique ici à Gao. Et à l'issue de ma visite, on devrait pouvoir statuer si on peut réaliser ce gazon. Le financement étant déjà acquis, on peut dire que l'un des rêves de la Fédération malienne de football est en voie de réalisation, c'est-à-dire doter les 3 régions du Nord des infrastructures sportives de qualité. Car avec la pose du gazon synthétique, le tartan pour l'athlétisme sera effectué, ainsi que la construction des vestiaires et beaucoup d'autres commodités. Grâce à cette visite, l'espoir est permis, même si tous ceux-ci doivent encore attendre l'expertise du consultant qui doit être adopté par la FIFA. La FIFA a mis à peu près 3 milliards à notre disposition. Le financement est déjà acquis, c'est bouclé, pour l'investissement de la pelouse synthétique de Tombouctou, de Gao et de Kidal. Parce que notre objectif n'est pas de mettre seulement la pelouse synthétique. Notre objectif, c'est d'accompagner. Quand vous mettez la pelouse, il faut aussi mettre les autres infrastructures, surtout l'électrification du terrain. Dès que nous avons reçu la nouvelle sans problème, je pense que le Conseil a pris une délibération et accepté. Techniquement, ça ne pose pas de problème particulier. La seule difficulté, c'est la logistique, amener les matériaux jusqu'ici, notamment le gazon synthétique qui pourrait venir d'Europe ou d'Asie. Donc ça, c'est la seule contrainte. La jeunesse sportive de Gao a réservé un accueil chaleureux à cette bonne nouvelle en sortant massivement.
Et restons sur la pelouse éliminatoire CHAN Rwanda 2016. Le CILI local de Guinée accueille ici à Bamako demain samedi au stade du 26 mars les Lions locaux du Sénégal dans le cadre du dernier tour qualificatif pour le CHAN. Notre reporter Siragatou Sissé a suivi les deux équipes dans leur préparation. Avec la pandémie du virus Ebola en République de Guinée, le CILI national local, toutes catégories confondues, et les clubs jouent leur match à Bamako. Et celui de samedi face aux Lions de la Teranga locaux du Sénégal ne déroge pas à la règle. Au-delà du derby découlant de la rivalité légendaire, cette rencontre Guinée-Sénégal s'annonce capitale. On a à cœur de se qualifier pour la première fois. Depuis que cette compétition a commencé, la Guinée ne s'est jamais qualifiée. Donc c'est à nous maintenant de prouver de quoi on est capable. Surtout que cette année, il y a un très bon championnat chez nous. Donc c'est pourquoi cette sélection a été faite sur de bonnes bases. Donc on va essayer de se qualifier pour la première fois pour représenter les couleurs de la Guinée. La Guinée n'a livré qu'un seul match amical contre le Mali. Le CILI regorge des joueurs cadres issus des meilleurs clubs du pays. On peut citer Aboubakar Kamara de l'AS Kaloum, Alseni Kamara de l'AS Kaloum, Fodé Kamara de Oroya AC, Boniface Abba de Oroya AC, Daouda Kamara de FC Séquence. C'est avec détermination et engagement que les Guinéens entendent aborder ce virage. Le Sénégal a été toujours la bête noire de la Guinée, plus le Mali évidemment. Et je pense que cette fois-ci, on va ajouter la volonté, ajouter un peu l'intensité du jeu, imposer un rythme pour... je pense que cette fois-ci, il faut qu'on essaye de se débarrasser de nos frères sénégalais qui sont devenus nos bêtes noires. Le Sénégal, barré par la Mauritanie lors des éliminatoires du CHAN 2014, veut participer cette fois à la compétition au Rwanda. Les Lions sont motivés après le sac du Sénégal aux Jeux africains Brazzaville 2015. On était entré en regroupement depuis à Dakar pour plusieurs semaines pour rien que préparer ce match qu'on va jouer le samedi, Inch'Allah. On est bien arrivé au Mali, on a été bien accueillis. Bon, je pense qu'on est dans un bon endroit aussi, on récupère bien. On sait l'importance du match aussi. Le sélectionneur Moustapha Seck a choisi 6 joueurs dans l'effectif vainqueur du tournoi de football aux Jeux africains pour former un groupe homogène et soudé. Au plan organisationnel, je pense que la fédération sénégalaise a pris toutes les dispositions pour nous mettre dans des conditions de performance. Et c'est ça au niveau. Le diable restera toujours dans les détails. Donc si on ne part pas au plus pressé pour éviter certaines choses, on peut toujours avoir des déceptions. Ce match aller Guinée-Sénégal du dernier tour qualificatif pour le CHAN Rwanda 2016 sera en principe une partie âprement disputée ce samedi au stade du 26 mars à partir de 17h. Et ce rendez-vous sur l'ORTM, la Fondation Toguna Agro-Industrie, est l'une des structures privées qui appuie considérablement les secteurs de la culture au Mali. Ses actions en la matière s'étendent presque à toutes les localités du pays. Après ce journal, vous pourrez suivre un magazine sur cet accompagnement des initiatives culturelles par la Fondation Toguna Agro-Industrie. Voilà, merci d'avoir été des nôtres. C'est tout pour ce journal. Demain 13h, Aïssata Ibrahim Maïga et je serai là pour l'édition de 20h. Vous aussi, je l'espère. Bonne soirée à tous.